Allez, bonjour à toutes et à tous. On est reparti pour une bonne petite séance de révision sur un chapitre qui est, au cœur de la biologie. On va décortiquer ensemble la théorie de l'évolution. Vous êtes prêts? On y va. Et pour bien se mettre en jambe, je vous lance une petite devinette. Observez bien. Une baleine, ce géant des mers, et une vache, tranquillement dans son pré. À première vue, on est d'accord, ça n'a absolument rien à voir, hein? Et pourtant, il y a bien un lien. Alors, vous avez une idée? Accrochez-vous, parce que la réponse va sûrement vous surprendre. Parce que la réponse à cette petite énigme, c'est ni plus ni moins la clé pour comprendre l'une des plus grandes et des plus belles idées de toute la science. C'est ce qui nous permet de saisir l'incroyable diversité de la vie qui nous entoure. Alors, c'est parti, on commence par les bases de notre révision, l'évolution, cette grande idée. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie très exactement? Voilà la définition qu'il faut absolument avoir en tête. L'évolution, c'est le processus par lequel les traits, les caractéristiques d'une espèce changent petit à petit. Mais attention, s'il y a un mot à retenir, c'est lent, extrêmement lent. On ne parle pas à l'échelle d'une vie, mais sur des milliers, voire des millions d'années. Il faut des centaines et des centaines de générations pour observer un vrai changement. Et bien sûr, impossible de parler d'évolution sans mentionner le grand monsieur de cette théorie, Charles Darwin. Retenez bien cette date, 1859. C'est l'année où il publie son œuvre capitale, L'origine des espèces, et où il nous donne le nom du mécanisme, du moteur de l'évolution, la fameuse sélection naturelle. Bon, d'accord. On a le concept général, on a le nom du moteur, mais alors concrètement, comment ça fonctionne, cette sélection naturelle? C'est vraiment le cœur de notre sujet, alors soyez bien attentifs. La question est toute simple, mais la réponse, c'est une mécanique d'une logique implacable. Comment la nature fait-elle pour choisir qui continue l'aventure et qui s'arrête? On va décortiquer ça, étape par étape. Allez, on décompose ce cycle ensemble. Étape 1, la variation. C'est la base de tout. Regardez un groupe d'animaux, ou même nous, on est tous un peu différents. Il y a toujours une diversité naturelle. Étape 2, un changement. L'environnement bouge tout le temps. Le climat se réchauffe, une nouvelle maladie arrive, la nourriture se raréfie. Étape 3, la sélection. Face à ce changement, certains individus qui ont par pur hasard une petite caractéristique qui les aide s'en sortent mieux. Logique. Étape 4, l'hérédité. Forcément, ceux qui survivent se reproduisent et ils transmettent cette caractéristique avantageuse à leur descendance. Et enfin, étape 5, des milliers de générations plus tard, l'adaptation. Le trait utile s'est répandu et l'espèce entière est maintenant mieux adaptée à son environnement. La boucle est bouclée. Et ça, c'est absolument fondamental. 2 points à graver dans le marbre. Premièrement, ce n'est pas conscient, il n'y a pas de plan. La nature ne veut rien du tout, elle trie, c'est tout. Deuxièmement, le temps. Le temps. C'est d'une lenteur inimaginable. On raisonne en millions d'années. Bon, la théorie c'est bien, mais pour que tout ça devienne limpide, rien de tel qu'un exemple concret. Et là, on a un cas d'école juste parfait, l'histoire de la baleine. Vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Tenez-vous bien, parce que cette information, elle est folle. Oui, vous avez bien lu, l'ancêtre de la baleine était un mammifère à 4 pattes qui marchait sur la terre ferme. La question qui tue, c'est comment diable est-on passé d'un animal terrestre au plus grand mammifère marin que l'on connaisse? Cette petite frise, elle est parfaite pour visualiser le processus. Regardez, il y a 50 millions d'années, on a le Pachycétus, un animal terrestre. Quelques millions d'années plus tard, hop, l'Ambulocétus. Son nom veut tout dire, la baleine qui marche. Il pouvait aller sur terre et dans l'eau. Puis le Protocétus, déjà bien plus à l'aise dans l'eau. Chaque fossile, c'est comme une photo qui nous montre une étape de cette lente, très lente adaptation au milieu marin. C'est une transformation spectaculaire sur des millions d'années. Mais attention, il faut ajouter une nuance très importante. Ce processus qu'on a décrit pour la baleine, c'est la sélection naturelle. Sauf que parfois, c'est l'être humain qui met son grain de sel. Et pour bien comprendre la sélection naturelle, rien de mieux que de la comparer à son opposé, la sélection artificielle. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, la baleine. Le moteur, c'est l'environnement, l'océan. L'objectif, il n'y en a qu'un, la survie. Et l'échelle de temps, des dizaines de millions d'années. De l'autre côté, la vache. Là, le moteur du changement, c'est nous, l'éleveur. L'objectif, ce n'est plus la survie, mais d'avoir un animal plus docile qui produit plus. Et ça a pris seulement 10 000 ans. Vous voyez la différence? Ça n'a juste rien à voir. Et oui, il faut s'imaginer qu'avant nos vaches domestiques, les bos taurus, il y avait cette bête sauvage et assez massive, l'aurochs. C'est lui, l'ancêtre. Comment on est passé de l'un à l'autre? Tout simplement parce que les premiers éleveurs ont choisi, génération après génération, les animaux les moins agressifs, les plus productifs, et les ont fait se reproduire entre eux. C'est ça, la sélection artificielle. C'est dirigé par l'homme.
Bon, après la baleine et la vache, il est temps de parler un peu de nous. Parce que, oui, évidemment, nous, Homo sapiens, on est aussi le résultat de ce très long processus d'évolution. Et on en porte les traces, parfois dans des détails auxquels on ne pense jamais. Voilà une dernière petite question pour réfléchir. Pensez à tous les mammifères. La plupart ont une bonne fourrure. Alors pourquoi nous, on est tout nus? Est-ce que l'évolution nous aurait oubliés? La réponse est non, bien sûr que non. C'est même tout le contraire. La réponse, c'est l'une de nos plus belles adaptations. En perdant notre épaisse fourrure, notre corps a pu développer un système de refroidissement ultra performant, la transpiration. Sans tous ces poils, la sueur s'évapore et nous refroidit bien plus vite. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de courir sur de très longues distances dans la savane africaine sans être en surchauffe. Un avantage absolument décisif pour la chasse. Et on va se quitter sur cette dernière pensée. Il faut bien comprendre une chose, l'évolution, ça ne s'est pas arrêté avec nous. C'est un processus qui est toujours en marche. Alors, si on pouvait faire un bond d'1 million d'années dans le futur, à quoi ressemblerait l'humanité? La question donne le vertige et c'est une excellente manière de conclure nos révisions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.